Et salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Benoît Saint-Denis. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas reçu sur la chaîne. Le but de cette interview, c'est pour une très très grosse occasion. Donc, Benoît vient de signer à l'UFC, la meilleure organisation de la planète. Alors, bienvenue à toi, Benoît, et félicitations. Salut Guillaume, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et ouais, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Tu m'as connu, je crois que j'étais à 2 ou 3-0, donc je suis content de toujours partager et discuter avec MMA Fightness, c'est un plaisir. Ça fait plaisir. Alors, récemment, comme je viens de le dire, tu as signé à l'UFC. Donc, Guillaume a réussi à te faire entrer, sachant que ça fait peu de temps que tu as commencé le MMA. Est-ce que tu peux nous expliquer les coulisses de cette signature? Et ben, l'UFC, c'est une grosse, c'est une machine de guerre, l'UFC. En fait, dès qu'ils ont régulièrement besoin de remplaçants, parce c'est un sport qui est violent, le MMA, on est sur du sport de haut niveau. Donc, il y a régulièrement des blessés. En plus, le Covid, c'est un facteur supplémentaire qui fait qu'il peut y avoir des cas Covid. Donc, je savais que j'étais dans les papiers de l'UFC en tant que remplaçant depuis déjà pas mal de temps. Et on attendait l'opportunité voilà, cette grosse opportunité. On attendait qu'elle tombe un jour, donc elle est tombée là. Et je suis super content parce que ça va être l'occasion voilà, de monter une marche de plus et puis de continuer l'ascension et puis l'aventure dans ce sport, quoi. D'accord. Donc, toi, quand tu as reçu cette proposition pour entrer à l'UFC, on t'a proposé un combat qui est pour le 30 octobre. Ça veut dire que tu as eu seulement 4 semaines pour te préparer à ce combat. Est-ce que pour toi, les 4 semaines, c'était suffisant ou tu t'es dit tout simplement, c'est l'UFC, on rentre, on y va? Je pense que l'UFC, je pense que quand tu es combattant, de plus en plus, surtout aujourd'hui avec le Covid, faut essayer d'être un minimum prêt tout le temps. Donc un mois, oui, ça reste un short notice. Après, je suis toujours à 70%, 75%. Donc là, le but, c'est de me monter sur un mois de manière à être prêt et à pouvoir faire la guerre dans la cage le 30 octobre. Donc je suis bien entouré, j'ai Daniel qui s'occupe de ça, je lui fais entièrement confiance. Comme d'habitude, on va travailler dur. Là, on est dans la première semaine, enfin, dans la fin de la première semaine de prépa pour ce fight à Abu Dhabi. Et voilà, donc pour l'instant, ça se passe bien. Là, on est parti en Suisse 3 jours pour continuer à le préparer. Il y a Volkan qui prépare également l'UFC 267, comme moi. Il est au début de la main card de l'UFC 267 à Abu Dhabi. Donc, non, on a une bonne équipe, et on travaille dur. Toi, tu as commencé le MMA il n'y a pas longtemps. Voilà. En très peu de temps, tu as réussi à monter à 8 victoires, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu vis la chose en te disant qu'en aussi peu de temps, tu as réussi à atteindre le haut du panier et le top du MMA mondial? Écoute, moi, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien et le pied-point en 2017. Rapidement, ça m'a passionné et en fin 2018, 2002, début 2019, pardon, j'ai commencé à m'entraîner en MMA. Du coup, en février 2019, je faisais mon premier combat pro. Et après, on a enchaîné les combats, hein, ça s'est bien passé. Je pense qu'il faut avoir la tête sur les épaules, il faut y aller étape par étape. Il y a des gens Des fois, ce qui est un peu agaçant, c'est qu'il y a des gens qui pensent que le MMA n'est pas un sport et ils pensent encore que, surtout en France, c'est encore un peu méconnu. Ils comparent un peu le MMA au catch. Donc, régulièrement, il y a des coachs de top niveau qui reçoivent des messages du genre est-ce que tu penses tu peux m'entraîner et on peut faire un combat à l'UFC? En fait, c'est pas comme ça que ça marche. L'UFC, c'est une machine de guerre. C'est le troisième sport le plus médiatisé aux États-Unis, le MMA. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un sport pour arriver à l'UFC. C'est quand même beaucoup de travail. En fait, je ne me suis pas pris la tête. J'y suis allé étape par étape. Je me sentais bien. J'ai enchaîné les combats la première année. J'ai fait 6 combats en 11 mois. Et après, malheureusement, le Covid est venu un peu gâcher la fête et a ralenti mon rythme de combat. Mais j'ai quand même réussi à combattre avec le Brave, qui est une bonne organisation, qui est une organisation aussi du top 10 mondial et envers laquelle je suis très reconnaissant parce ils m'ont permis d'avoir des adversaires de très haut vol rapidement, malgré un palmarès assez peu chevronné au vu de la catégorie. Parce qu'en fait, en welterweight et en light
lightweight, c'est deux catégories où il y a énormément de monde, hein. Tu le vois quand tu te balades dans la rue, des mecs qui font entre 78 et 85 kilos musclés, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est beaucoup de monde qui s'entraîne à ce poids-là. Et donc, voilà, pour arriver à sortir du lot, il faut travailler dur, il faut croire en soi, il faut bien s'entourer. Et voilà. Et après, avoir bien sûr les résultats dans la cage. Sinon, on peut avoir autant de communication qu'on veut. S'il n'y a pas de résultats dans la cage c'est le révélateur. Donc, la communication, c'est bien, mais il faut avoir les deux. Il faut les résultats dans la cage également. Moi, j'aimerais revenir justement sur ton poids, comme tu viens de dire, parce qu'au Brave, il y a plus de catégories de poids, il y a des catégories de poids intermédiaires. Toi, tu étais super lightweight. Euh, moi d'ailleurs, tu vois, j'étais surpris de te voir en welterweight à l'UFC. Je pensais que tu allais rentrer en tant que lightweight. Pourquoi ce choix des welterweight? Alors ça rejoint ce dont on parlait il y a peu de temps, c'est les remplacements. C'est une occasion. J'ai combattu en welterweight, je me sens bien en welterweight. Je veux combattre en lightweight, bien sûr, dans le futur, étant donné que j'ai déjà commencé à descendre en faisant mes 3-4 derniers combats en 74-5 au Brave. Et je sais que je peux aller en lightweight, mais j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Amin Ayoub, qui est l'ancien champion du Brave dans la catégorie des lightweights. Et si Dieu le veut, va recombattre bientôt pour récupérer sa ceinture dans cette catégorie. Donc, je ne suis pas descendu en lightweight, mais j'ai toujours gardé un œil sur cette catégorie de poids. Et je suis vraiment content de rentrer à l'UFC en 77 parce qu'en fait, en short notice, c'est une catégorie que je peux faire dans laquelle je vais me sentir bien. Et après, bien sûr, dans le futur, j'aimerais aller en 70 kilos chez les lightweight. Et en cas de bonne performance, on va travailler dur pour ça, mais en cas de bonne performance de 30, je pense qu'on demandera à l'UFC de pouvoir descendre en 70. Pendant que tu étais au Brave, je me rappelle, tu m'avais parlé une fois. Daniel Warren. Ouais, t'as Daniel Wara. Bah là, Bon, J'ai fait exprès, tu sais, je me mets derrière, tu vois. Ça va, tu vas bien? Ça va, Gabriel, ou quoi? ça va impeccable ou pas? Il confond les frérots, les frangins à chaque Et fois. en même temps, on a la même tête, donc bon. Ouais, vous vous ressemblez beaucoup. Ouais, moi, justement, une fois, tu m'avais parlé pendant qu'on était en Bulgarie, tu m'avais dit que à tout prix pour toi, pendant que tu étais au Brave, ton objectif, c'était de taper Eldar Eldarov. Donc, est-ce que pour toi, le fait de ne pas avoir réussi à faire cette étape-là, pour toi, c'est quand même un pincement au cœur, ou maintenant tu te dis, c'est bon, je suis à l'UFC, je m'en fous. Non, pas du tout, parce que là, je prends un mec qui s'appelle Élisée Dos Santos, qui est l'ancien numéro 14 ou 12, je crois, de la catégorie des welterweight à l'UFC, qui est un mec qui est très dur. C'est un combat super excitant. Donc, en fait, j'ai toujours voulu me tester contre des adversaires voilà, du top 100 mondial. Donc, lui, c'est un top 20. C'est un top 20 mondial dans la catégorie des 77. Donc, c'est un combat qui est très excitant, hein. J'ai pas besoin de. Et puis, on n'allait pas attendre Eldar un an complet pour pouvoir faire une ceinture. Donc, si le combat avec Eldar se serait fait, ça aurait été bien. Parce que ça aurait été un combat pour une ceinture contre un top 100 mondial. Maintenant, là, je prends un top 20 mondial à l'UFC. Je vais pas, je vais pas avoir de remords, ça c'est sûr. Après, c'est clair que pour toi, les choses, elles vont extrêmement vite. C'est assez rare. Tu rentres à peine, as déjà fait un combat pour un top 20. euh, en peut-être deux ou trois combats, tu peux rapidement être classé dans le top 15, dans le top 15 à l'UFC. Est-ce que tu penses que c'est une chance ou c'est mérité? Bah écoute, je pense que rien n'arrive par hasard. Donc si l'UFC, je ne suis pas non plus un mec qui a une énorme visibilité. Donc je pense que l'UFC s'est intéressé à moi d'une part, de par un bon travail de mon manager et de mon entraîneur. Parce que je pense que les résultats dans la cage et les combats étaient intéressants, ils sont agréables à voir et je pense que c'est quelque chose qu'ils recherchent. Donc, il y a une partie de mérite, il y a une partie de chance aussi, c'est sûr. Et moi, après, maintenant, à moi de faire le travail pour prouver que j'ai ma place là-dedans. Et bon, tu parles d'ascension rapide, bien sûr, c'est toujours bien Moi, j'aime beaucoup ce côté-là, mais on va déjà se concentrer sur Elise Dos Santos, ex-top 15 de l'UFC.
qui est très solide. Là, on est concentré sur lui. On va tout faire pour aller le déboîter dans la cage le 30 octobre. Et voilà, et si tout se passe bien, on reparlera du top 15 à ce moment-là, parce que pour l'instant, je suis le challenger, le newcomer. C'est tout ce qu'on souhaite, hein. Moi, j'aimerais parler de ton équipe. De ton manager, déjà Guillaume, qui a réussi à placer déjà deux athlètes à l'UFC, toi et Fares Diam. Et aussi, j'aimerais qu'on parle de ton entraîneur, Daniel Vorin. Euh, je pense que c'est assez rassurant de savoir qu'on a Daniel Vorin dans son coin, sachant qu'il a déjà une très, très grosse expérience avec l'UFC et qu'il a amené des athlètes au top, 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 top de l'UFC. Ouais, alors l'équipe c'est Daniel Warin, Jorik Montagnac et Mathieu Leto. Ça, c'est l'équipe avec laquelle je travaille depuis maintenant depuis 2 ans. Et Daniel c'est bien sûr, c'est un coach qui a énormément d'expérience. C'est le coach qui a le plus gros palmarès en France. Et je pense que c'est un des coachs avec le plus gros palmarès au niveau mondial, même. Hein, quand tu as 3 ceintures à l'UFC, plusieurs ceintures au Strikeforce. Quand tu as coaché pendant 5 ans Anderson Silva, pendant 5 ans Dan Anderson, bon, à une époque où c'était eux qui régnaient sur la catégorie des 84 kilos. Quand tu as coaché un mec qui est en discussion, en débat pour être le potentiel GOAT du MMA. Alors même si moi c'est une expression que j'aime pas parce que je pense qu'il y a un GOAT à chaque époque en fait. On saura jamais qui est le GOAT parce que tu peux pas me comparer à Mohamed Ali, à Mhm. Tyson. Il y a toujours un mec qui se démarque dans son époque, mais pour moi il n'y a jamais de GOAT. Il y a un GOAT de son époque. Tu peux tout faire pour être le meilleur de ta génération, mais quand tu as 80 piges, tu peux plus être le meilleur, quoi. Donc voilà, on a un temps limité sur Terre et on peut tout faire en tout cas pour être le meilleur pendant un maximum de temps, mais on peut pas être le meilleur pour l'éternité. Et Mais écoute, ouais, non, non, donc, prochain GOAT, c'est pas GSP, c'est BSD. ah ben, en tout cas, on va tout faire pour, on travaille pour. Et oui, moi, c'est un sport qui me passionne. J'ai toujours la passion et l'envie de combattre. Donc, je vais bien, ma santé va bien. Je suis un homme marié et comblé. Donc, j'ai pas de. Je suis le plus heureux des hommes. Maintenant, on travaille dur avec l'équipe. Ouais, Daniel, je t'ai à peu près résumé le bonhomme. Hein. Maintenant, c'est un ami, mais c'est un très grand coach. Et voilà. Donc, maintenant, c'est devenu la famille, quoi, avec l'équipe. Et Guillaume, qui a bien sûr fait un super travail. Guillaume, qui est le manager de la Bulgarian Top Team. Voilà, qu'on collabore ensemble, on travaille ensemble depuis maintenant pas mal de temps. Donc maintenant, je peux le dire très clairement, maintenant c'est un manager, mais en plus de ça, c'est un ami. Donc Guillaume qui a fait du très gros travail, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est énormément de travail de rentrer un combattant à l'UFC. En ce moment, là, pour préparer ton combat du 30, avec ton équipe, vous êtes parti au FMA en Suisse, à Neuchâtel, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Donc, en fait, ouais. c'est l'équipe de Volkanos Demir, donc lui-même combattant à l'UFC. Comment ça se passe un peu la cohabitation avec le FMA? Écoute, ça se passe bien. Là, aujourd'hui, on a fait la première journée de camp au FMA. Il y a des bons gars. Il y a beaucoup de gars dans les catégories des 84 et 93. Donc, ça c'est bien pour Volkan qui prépare son UFC 267, on combat sur la même carte. Pour le moment, on va dire que c'est moi qui combat sur sa carte et pas l'inverse. Mais je crois qu'il est sur la main card, il me semble, Mhm. contre un mec très solide. Bon, c'est un combat de top 15. Hein. Ça doit être le numéro 14 contre le numéro 13 ou 13 contre 12, quelque chose comme ça. Donc, c'est un gros combat dans la catégorie des light heavyweight. Et moi, je combats. Je ne sais pas encore où je vais être placé sur la carte. Sûrement en début de carte parce que c'est une très très grosse carte. En tout cas, c'est une carte qui est excitante. Je pense que ça va être une super soirée de combat et voilà, donc je suis content aussi de faire partir. C'est super cool d'être sur un premier événement qui est aussi médiatisé et qui est aussi qui va être aussi regardé parce que je pense que là c'est une carte que les fans vont prépayer par millions. Justement, moi, je voulais qu'on parle de cette carte-là, que maintenant je l'ai sous les yeux. C'est une très, très, très grosse carte, tu vois. On aura Blakovic, Petrian,
Islam Makhachev, Alexander Volkov. C'est une très, très, très grosse carte, même notamment Volkan. Khamzat Chimaev. Ça fait quoi de te dire, premier combat, je rentre, je suis sur une aussi grosse carte? Bah écoute, c'est cool, mais c'est un plaisir maintenant. C'est des gens que je commence à côtoyer en fait, de par l'entraînement. Par exemple, Kamzat, j'ai tourné pas mal avec lui en Suède. Euh, Makachev, j'ai tourné pas mal avec son adversaire qui devait être à la base Rafael Dos Anjos et non Dan Hooker, C'est vrai. en allant au Brésil. Donc, en fait, c'est des gens que je côtoie. Enfin, là, je côtoie Volcan. C'est de moins en moins, c'est plus quelque chose qui est lointain en fait depuis déjà pas mal de temps. Après, je pense que oui, l'événement, je vais être surpris par l'organisation qui va être immense et incroyable, hein, comme ils savent le faire. Ça, c'est sûr que le côté américain va être impressionnant. Je me rappelle la première fois que j'ai vu un match de football américain, j'ai trouvé que c'était un spectacle incroyable. Donc, je pense que le spectacle va être incroyable. Après, moi, je vais me concentrer sur moi et sur l'équipe, sur ce qu'on a à faire le 30 octobre, parce que la priorité, c'est de gagner et on va être concentré là-dessus. Mais en tout cas, oui, ouais, c'est une fierté d'être sur une carte comme ça, parce que ça reste quand même agréable de se dire que tu es sur une carte où il y a déjà 2 ceintures en jeu. Tu sais qu'il va y avoir de la visibilité. Et donc, non, non, c'est super. C'est super. Genre, toi, tu as servi dans l'armée française. Te connaissant, je sais que tu es très, très attaché à la France. Euh, on a de plus en plus de Français qui rentrent à l'UFC. Pour toi, qu'est-ce que tu te dis en fait quand tu vas rentrer à l'UFC et tu vas représenter ton pays? Bah écoute, c'est une fierté, hein. C'est une fierté de pouvoir représenter son pays à ce niveau-là, parce que si j'y suis, c'est que quand même la France m'a permis de m'entraîner et d'aller à ce niveau-là. Voilà, moi, quand j'ai arrêté l'armée, j'ai eu 2 ans de chômage. Donc, l'UFC tombe bien parce que ça arrive à la fin de mon chômage. Donc, c'est tombé au bon moment au niveau financier. Mais voilà, c'était un pari qui était risqué au début. Enfin, qui paraissait risqué pour beaucoup, mais je pense que il faut y aller étape par étape, il faut croire en soi et il faut bien s'entourer. Et voilà, après, ça va tout seul, hein. Ouais, une fierté de représenter son pays. Je pense que le MMA en France a de l'avenir et que le niveau est assez exceptionnel. Parce que les Français, déjà, on a beaucoup de très bons strikers, on a des gens qui sont complets, on a un peu notre manière de nous entraîner et notre manière de vivre qui fait qu'on a réussi à sortir des mecs, malgré le fait que je pense pas que la France ait un nombre de pratiquants excessif dans le monde du MMA. Mhm. Et malgré ça, on arrive à sortir quand même des athlètes régulièrement. On a notamment un athlète, il y a Cyril Gane qui va faire la ceinture de l'UFC prochainement. Ouais, Donc on pourrait l'unification. avoir un Français qui prend vraiment qui prend la vraie ceinture. S'il prend cette ceinture, il y aura plus rien, il y aura plus débat, hein. Ce sera le the baddest man on the planet, sans débat. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis voilà, hein. Donc non, non, une fierté, voilà, d'avoir rejoint ces noms-là pour porter haut les couleurs de la France. Même si voilà, j'ai déjà porté le drapeau français depuis mes 18 ans. Je faisais déjà la guerre au Mali vers 19-20 ans, donc on représente la France comme on peut. Tu m'as dit que tu es pressé. Donc, juste pour terminer, je vais te demander un petit mot un peu sur ton adversaire. Comment tu penses engager ce combat-là, toi? Alors, je ne vais pas vendre ma stratégie. Tout ce que je peux te dire, C'est évident. c'est que je pense qu'à l'image du combat que j'ai fait avec Santiago, je pense que ça va être un combat qui va être très violent. Donc, je pense que c'est un combat qui va être. Tout ce que je peux te dire, c'est que le mot violence, il y a moyen que les commentateurs ils le ressortent à un moment donné. Je ne sais pas qui va commenter l'événement, mais je vois bien Daniel Cormier ou Paul Felder sortir violence à un moment donné sur le combat. Voilà. C'est honorifique un peu. T'es habitué. Ouais, voilà. Après toi, t'es habitué à faire des grosses guerres. T'es quand même dur au mal. On sait que t'aimes bien la bagarre. Ouais, bah, t'as bien résumé, t'as des bonnes pistes. Après, tu me connais, hein, donc, en fait, moi, je vais pas changer. On se concentre sur moi
Et si j'impose ce que je veux faire dans la cage, je pense que ça va être un combat très violent et assez spectaculaire. C'est tout ce que je peux dire. Je te laisse le mot de la fin. Je te laisse carte blanche, comme d'hab. Je remercie MMA Fightness de me suivre depuis presque mes débuts. Et puis, je suis content aussi de voir leur ascension en tant que média dans le monde du MMA parce qu'ils s'en sont donné les moyens. Donc, le travail paye. Ça fait plaisir. Voilà, vous, le travail paye. Et de mon côté, c'est pareil. Donc, je suis vraiment content et il faut que ça continue comme ça. Voilà, une fierté. Et Os et MMA Fightness. Et à bientôt Ça fait plaisir. pour le débrief de la guerre. Avec plaisir, ce sera fait. Rendez-vous tous pour le débrief et le débrief de la victoire, j'espère. Os, Un grand merci à toi, à tes coachs et à Guillaume Pelletier. Os, merci. À bientôt, Guillaume. À bientôt.